Chers compatriotes congolaises et congolais, bonjour. J'interviens pour la première fois sur un réseau vidéo à la demande d'un compatriote congolais avec lequel je débat sur Congo Liberté. Il me demande en effet de préciser ma pensée sur l'analyse réseautale que la plupart des impétrants sur ce réseau social Congo Liberté ne comprennent pas parfaitement. Alors, je me présente, donc la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je m'appelle Lucien Pambou, je suis professeur d'économie, diplômé de Sciences Po Paris, et j'ai longtemps officié sur Africa 24 de 2009 à 2014, et je suis fier d'avoir contribué à l'émergence, en effet, d'un média panafricain, qui malheureusement aujourd'hui rencontre quelques difficultés et qui est obligé de déménager, effectivement, de sa base historique Saint-Cloud. D'ailleurs, je suis fier de cela parce que j'ai dû interroger un certain nombre de présidents, dont le président Sassou, dans les années 2012-2013. Alors, voilà la présentation. De quoi s'agit-il? La question qu'il me pose est la suivante. Essaie de nous décrire ta pensée sur, ou la rendre plus conforme sur l'analyse réseautale de 2015 à 2020. Bon, on voit très bien, en effet, son présupposé. C'est un aficionado, effectivement, du président, du candidat Mokoko. C'est aficionado du candidat Mokoko, donc, qui lui nomme président, hein. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma présentation, même si j'ai eu l'impression de commettre une erreur, mais ce n'en est pas une. Je réponds d'abord, je ne réponds pas à son injonction qui consisterait effectivement à présenter la situation de 2015 à 2020, car les faits concernant le Congo sont des faits relativement complexes, et pourquoi je les intègre dans ce que j'appellerais l'analyse réseautale. En effet, cette analyse réseautale n'est pas très bien comprise par la plupart de mes compatriotes. C'est quoi un réseau? Un réseau, en effet, tout le monde connaît ce que c'est qu'un réseau social, mais un réseau, dans sa définition informatique ou mathématique, c'est un graphe, c'est un ensemble, en effet, de relations qui réunit des points, des nœuds, des trajectoires. Alors, si on remplace ces nœuds par des personnes ou des groupes, et les trajectoires par, en effet, les parcours les uns et les autres à l'intérieur du réseau, on arrive en effet à une définition complète du réseau. Et j'ai appliqué ce concept de réseau, en fait, à l'analyse des faits sociologiques, politiques, économiques et financières au Congo depuis les années 60 à nos jours. Voilà pourquoi je ne pars pas uniquement des années 2015 à 2020, car là, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le réseau peut être défini de nombreuses façons. Le réseau peut être d'abord politique. Ça a été le cas, en effet, dans les années 60 jusqu'aux années 80 dans notre pays. Pourquoi c'en était ainsi? Pourquoi ce réseau est-il politique? Il était politique simplement parce que il était formé par des individus que l'on peut nommer, car l'historiographie congolaise politique congolaise est là pour le dire. Il y avait des hommes politiques comme Youlou, qui était pour les présidents, comme Opango, qui était un de ses opposants, comme Félix Tshisekedi ou Tchichel. Bien. Ces hommes politiques étaient opposés, donc Youlou était effectivement le dépositaire à la création du DIA et Opango de la MSCA et Félix Tshisekedi, le Parti progressiste africain. Et donc, il y avait une espèce de combat politique entre ces différents hommes politiques. Mais ce combat politique était un combat qui était, je dirais, politique et non pas clanique. D'ailleurs, à un moment donné, le président, Monsieur Opango, effectivement, a voulu se constituer prisonnier en même temps que Youlou. Donc c'était un combat pour, en effet, savoir, après l'indépendance, quel était le clan
politique ou le réseau politique au niveau des idées qui allait, et bien entendu, l'emporter. Donc, on connaît tous cette histoire politique, et cette histoire politique qui est allée effectivement jusque dans les années 60, avec ce qu'on appelait effectivement les années 60-63, la révolution congolaise. Donc, dans cette révolution congolaise, bien entendu, en s'appuyant sur les faits, on a dit que le président Youmou avait tout volé et qu'il y a eu une révolution syndicale et politique qui a emmené en fait une autre gouvernance politique. Cette gouvernance politique était organisée autour des hommes politiques connus comme Masamba Deba, comme Lissouba, comme Noumazalaï. Nous étions dans un combat qu'on appelait un combat politique avec des idées politiques. La question ethnique, la question clanique n'était pas posée. C'était pas posé. Les mariages du nord au sud se faisaient naturellement. L'installation, les affectations des fonctionnaires du nord au sud se faisaient naturellement. Et puis il y a eu une cassure. Cette cassure, à partir effectivement des années 68, avec l'émergence du Parti congolais du travail, où on a eu un certain nombre de gens qui ont contribué à le créer, comme le président Marien Ngouabi, qui en était l'investigateur, et le président actuel Sassou Nguesso, et d'autres personnalités, bien entendu, qui étaient aux affaires. On a eu une opposition radicale, en effet, entre ce qu'on appelait un socialisme scientifique, inspiré du RSS, de la Chine, et un socialisme bantou dont était porteur Masamba Deba et, bien entendu, Lissouba. Jusque-là, nous étions dans des oppositions politiques et idéologiques. Et les réseaux étaient essentiellement définis, bien entendu, par ce que j'appellerais des caractéristiques politiques et idéologiques. Tous les fils du Congo y étaient représentés. Bien entendu, à l'intérieur de ce réseau politique, il y avait des combats, ce qui est tout à fait normal en termes de préférence et de positionnement. Et on a vu ce qu'on a appelé les différentes révolutions, les différents changements, je dirais, de braquet idéologique, qui a emmené, en effet, dans un premier temps, à la suite de la mort du président Marien Ngouabi, l'arrivée au pouvoir du comité militaire du parti, avec le président Yombi, auquel a succédé le président Sassou. Nous sommes donc dans cette période-là, bien entendu, que je balaie à grands traits, sur des faits politiques qui sont marqués par, en effet, un réseau politique idéologique où tous les fils du Congo étaient représentés. Tous les fils du Congo étaient représentés. Donc on peut en citer, bien entendu, un certain nombre, au nord, au sud, à l'ouest et au centre. Et puis, très vite, nous sommes arrivés à la conférence nationale. Alors, je suis désolé, je vais assez vite, mais pour, en effet, gagner du temps. Nous sommes arrivés à la conférence nationale. À cette conférence nationale, en effet, les Congolais, avec le multipartisme ambiant décidé à la boule par le président Mitterrand, on est arrivé dans une situation politique dans laquelle, en effet, il fallait quelque part se dégager du monopartisme pour arriver vers le multipartisme. Bien, il y a eu la conférence nationale, et à cette conférence nationale, bien entendu, le président Sassou a dit qu'il assumait, mais il assumait pas pour lui-même, mais il assumait tous les errements historiques de la plupart des dirigeants politiques congolais, en effet de l'indépendance jusque-là. Bien, il a été battu aux élections, il a créé effectivement une alliance avec le président Lissouba. Bien. Et le problème, c'est que très vite, on s'est aperçu que ce multipartisme a commencé, qui était fondé sur un réseau politique et idéologique, où tous les Congolais pouvaient débattre entre eux, sur le plan politique, a versé très vite dans ce que j'appellerais un réseau clanique, tribaliste, ethniciste. Il y a eu, bien entendu, là, ce que j'appellerais cette opposition, pour faire court et rapide, entre, évidemment, la guerre entre Hilary
je simplifie, les Lari et les Bembé, il y a eu la création des Aubivillois, il y a eu la création des milices, en effet, politiques. Chaque homme politique congolais très important a créé sa propre milice, qui est Cobra pour le président Sassou, les Aubivillois et les ninjas pour monsieur, effectivement, les Aubivillois, pardon, pour les Souba. Ensuite, on a eu les ninjas pour monsieur Colélas. Et très très vite, il y a eu une théorisation, comme on avait théorisé le socialisme dans tout dans les années 60, de la part du défunt président Lissouba sur le Liboland. Le Liboland, c'est-à-dire, en fait, ne pouvait exister au pouvoir politique que des gens qui appartenaient au Nyari, à Benzal, à l'Écoute. Alors, il y a eu, en effet, une espèce de vulgate populaire, Yabacolère V, c'est notre tour, etc. Et très vite, il y a eu des guerres fratricides. Ces guerres fratricides en Abakongo, Makelekele, ont entraîné des exactions sur lesquelles je ne voudrais pas revenir, même si l'analyse politique oblige à s'appuyer sur les faits. Bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis, on a l'impression, je dis bien l'impression car là, on repose sur un sentiment, il faudrait vérifier statistiquement, comme je l'ai appris à Sciences Po sur des faits, il faudrait vérifier comme je le reproche souvent à certains qui interviennent sur Congo Liberty, il y a un débat qui il faut être conçu sur des faits et non pas sur un sentiment. On a l'impression aujourd'hui que la situation politique héritée du Lissouba a entraîné en fait le développement de ce que j'appellerais un clanisme, une tribalisation, une bouchisation, comme disent certains contempteurs, effectivement, du président Sassou. Alors certains vont me dire, il faut aller au bout et accuser le président Sassou. Non, je n'accuse pas le président Sassou parce que c'est un acteur économique, politique, comme la plupart des acteurs économiques l'ont été dans ce pays qu'on appelle le Congo. Le président Sassou, qui, en effet, existe dans la vie politique congolaise depuis les années 50, n'a jamais rien dit, observé la situation politique. Alors, certains ont considéré qu'il était faible, qu'il n'avait rien à voir, qu'il n'avait rien à dire. Alors, je reviendrai pas sur un certain nombre de qualificatifs ou qui déconsidéraient le président Sassou, sauf que cette déconsidération et comme je le dis toujours, comment quelqu'un qui est si faible, comme vous le pensez, peut rester aux affaires depuis un certain nombre d'années et ne peut vouloir et cherche toujours à rechercher effectivement l'unité, effectivement, et la paix au Congo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certains, bien entendu, disent que le président Sassou est responsable de la situation politique, de ce qu'il se passe aujourd'hui. Il faut être sérieux. Un seul homme, il ne s'agit pas ici de promouvoir, de faire la promotion du président Sassou. Mais ce qui m'intéresse, comme m'ont appris effectivement mes maîtres à Sciences Po comme Lancelot, c'est de regarder les faits, d'observer les faits et d'essayer de se débarrasser de ces oripeaux que j'appellerais platoniciens, de ces images que l'on a simplement en observant la vie politique. Bien, aujourd'hui, il semble, en effet, que la vie politique congolaise se clanise de façon réseautale. Je ne reviendrai pas sur les exactions de 93. Je ne reviendrai pas sur les pratiques, je dirais, sauvageonnes d'un certain nombre de milices en 93 qui ont exercé sur les populations congolaises des exactions inacceptables. Alors, la situation politique, c'est que quand on passe d'un réseau politique où les gens sont à peu près d'accord, même s'ils se battent sur des positionnements, vers des réseaux claniques, eh ben, le développement économique est, d'une certaine manière, arrêté. Il est arrêté même si il y a, en effet, des efforts de ces dernières années qui ont été faits. Globalement, on peut critiquer, mais des efforts ont été faits, je m'appuie sur les faits, sur la municipalisation, sur la construction, effectivement, des infrastructures. On s'aperçoit globalement que, en effet, toute la vie politique congolaise se clanise, se tribalise.
Et on a l'effet qu'on a une espèce de coup d'arrêt. Alors, allons jusqu'au bout, et pour répondre à la demande de mon compatriote Isidore Ayatonga, qui m'a donc interpellé, voilà pourquoi j'ai été amené évidemment à faire cette vidéo, alors que jusque-là, depuis mon départ d'Africa 24, pour lequel je suis fier d'avoir installé cette façon d'analyser la vie politique à travers les faits, uniquement les faits, m'oblige à réfléchir sur une partie de sa commande, mais je suis parti de sa commande, c'est-à-dire des années 2015 à 2020. Alors, allons jusqu'au bout et soyons clairs, présentons les faits. Il y a eu, en effet, une constitution qui a été une nouvelle constitution après les guerres fratricides de 97 qui a été adoptée en 2002. Cette constitution a fait l'objet d'une, je dirais, d'une réforme constitutionnelle. Peut-on réformer une constitution? La réponse est oui. Cette constitution a été adoptée par le peuple. Il ne s'agit pas pour moi ici de dire qu'il fallait ou pas réformer la constitution, mais je prends un fait, cette réforme constitutionnelle a été faite. Et il y a eu des élections. Ces élections ont désigné un vainqueur. Alors certains disent, oui, le président Sassou n'a pas gagné, mais d'accord, apportez les faits. Montrons que le président Sassou n'a pas gagné et que le général Mokoko, lui, aurait gagné. Or, jusque-là, on reste dans une sorte d'incertitude radicale et politique où les procès-verbaux d'un gain du général Mokoko n'ont pas été effectivement prouvés. La question fondamentale des rapports entre le président Mokoko, alors quand je dis le président Mokoko, je m'appuie sur ce qu'Ayatonga dit quand il dit que le véritable président, c'est Mokoko. Alors que moi, je m'appuie sur les faits réels, que le véritable président, c'est Sassou. Donc, si on regarde les faits tels qu'ils sont passés, les procès-verbaux qui auraient dû montrer effectivement la légitimité et la légalité de l'élection de M. Mokoko n'ont jamais été présentés et mis sur la place, sur la table. Deuxièmement, je voudrais pas, de façon très petite et en petitesse politique, revenir sur cette vidéo qui a circulé concernant la tentative de coup d'État, évidemment par M. Mokoko contre le président Sassou. Sachons bien, et il faut que les gens le sachent aussi quand on s'appuie sur les faits, il faut féliciter M. Mokoko d'avoir stabilisé effectivement la conférence nationale puisqu'il était chef d'état-major. Et comme nous sommes nourris d'une culture politique de coup d'État, on aurait pu penser qu'il aurait pu faire un coup d'État à cette époque-là, ce qui n'a pas été le cas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand le président Lissouba, au nom justement de cette tribalisation, de ce réseau ethnique, a écarté Monsieur Mokoko, quand le président Sassou est revenu aux affaires, eh ben, il a récupéré, en tant que conseiller spécial pour la Centrafrique, le Monsieur Mokoko. Ça, c'est un premier point, quand même. Le deuxième point, qui est un point absolument important, le président Sassou a passé en perte et profit la tentative, effectivement, de coup d'État de Monsieur Mokoko. Alors, pourquoi je présente que des faits? Je présente des faits pour expliquer comment fonctionnent les hommes politiques congolais. Ces hommes politiques congolais, en effet, partent du principe que, quelles que soient les idées qu'ils peuvent avoir, ce qui les intéresse d'abord, c'est leur préférence financière. Ça, c'est un premier point. Je n'accuse personne. Et ce n'est pas dans mon option d'accuser des hommes politiques. J'ai été, comme toujours, mes maîtres m'ont appris à Sciences Po, à présenter les faits. Quoi que fasse, et même sur Congo Liberty, les gens peuvent le dire, je n'insulte pas, je n'ai pas d'opinion, je présente les faits tels qu'ils sont. Je n'ai pas d'opinion sur M. Tatsima Biala, sur Mme Mounari. Je constate simplement qu'ils étaient avec le président Issouba et qu'ils ont rejoint le président Sassou, sûrement au nom de l'unité nationale et de la paix et de la construction globale. Sont-ils traîtres? C'est pas à moi de le dire. Je n'ai aucune intention. Je remarque d'une certaine manière que le président Sassou veut et souhaite amener ce pays. Il a
vers, en effet, des horizons meilleurs, même si son pouvoir est contesté. Je remarque de façon aussi constitutionnelle et institutionnelle que des élections ont été faites. Alors, la question fondamentale est la suivante. En passant du réseau politique dans lequel, dans les années 60, je dirais 80, où il n'y avait que des combats idéologiques, même s'il y a eu des exactions entre les hommes politiques, entre eux, mais le combat était idéologique, vers aujourd'hui un réseau que j'appellerais un réseau que certains souhaiteraient clanique, voire ethnique, où sont, dans cette affaire-là, le bonheur des populations congolaises, la santé, l'éducation et le développement économique. Je pense que il ne s'agit pas pour moi ici, car je ne fais pas de la politique, et je la fais en France, bien entendu. J'étais le conseiller municipal de ma ville, j'écris suffisamment dans les journaux, je ne me cache pas, et je le dis, je n'ai rien contre la majorité du président Sassou, je n'ai rien contre l'opposition, mais je demande simplement que l'on retrouve ce réseau politique-là, mais avec une extension, avec une ouverture vers les obligations en termes de développement économique, car le clan, l'ethnie n'est pas une bonne chose. Et je terminerai en citant Épicure, qui disait en effet que le plaisir est le commencement et le début de la fin de la vie heureuse. Je rajoute, le plaisir est total et le commencement et le début de la fin de la vie heureuse. Donc, voilà, cher Ayatonga, ton désir exaucé, pas de 2015 à 2020, mais je replace l'analyse réseautale depuis l'indépendance à nos jours. Et je pense que ces analyses sont absolument importantes pour dépasser les faits claniques, les faits ethniques et tribalistes de colère. Pour reprendre l'expression du défunt président Lissouba, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait dit ou d'autres, Yaba colère V. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre tour. Construisons ensemble ce Congo-là, un Congo heureux, un Congo de 4 à 5 millions avec des ressources, avec des stratégies à mettre en place, en utilisant les compétences intellectuelles, professionnelles de tous les Congolais, quelles que soient leurs origines ethniques, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Ce n'est que comme ça, en effet, que le Congo se développera. Laissons les hommes d'affaires, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, développer des activités, créer des emplois. Laissons, en effet, les savants, les scientifiques congolais apporter, quelles que soient leurs origines, et faisons que la politique congolaise soit une politique globale, d'ensemble, de réunification, de consolidation, et je dirais, de fraternité congolaise. Voilà, cher Isidore Ayatonga, ma réponse va au-delà de la période de 2015 à 2016. Tu attendais peut-être des injonctions, tu attendais peut-être des attaques en direction de tel ou tel. Je n'ai fait que modestement, ma formation de Sciences Po Paris m'y oblige, et donc à présenter l'analyse de l'espace politique congolais uniquement à partir des faits, et non pas à partir, effectivement, des intentions, et non pas à partir, effectivement, des ressentiments ou des sentiments. Voilà. J'espère, chères Congolaises et chers Congolais, avoir été un petit grain de sable qui est inexistant, je n'ai aucune prétention, avoir apporté une contribution intellectuelle de ce que je fais depuis fort longtemps ici en France. J'y suis arrivé depuis l'âge de 19 ans, je vais vers la soixantaine. Je n'ai aucune prétention, mais la prétention d'analyse et de démonstration. Que les hommes politiques congolais, bien entendu, fassent tout
pour que notre pays se développe correctement et que ces enfants, garçons comme filles, vivent dans un univers merveilleux. C'est le cas pour le Congo, qui est un pays avec d'abondantes ressources. À bientôt, peut-être pour le débat pour 2021. Au revoir.